On n'a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous 100% sport sur Fadjet. Toute l'actu du foot en compagnie de Nicolas, Guillaume et Hugo. Salut. Oh, quel début d'émission, bonjour à tous. On n'a pas entendu la petite fille à 15h, qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a énervé. Une fois encore, un programme chargé nous attend aujourd'hui avec au sommaire la Ligue 1 tout d'abord, avec les débriefs de la 15e journée. On parlera aussi de la 16e journée qui commence ce soir et demain bien sûr. Oui. Après notre traditionnel quiz, nous parlerons des résultats d'autres championnats européens. Et pour finir, nous reviendrons sur notre page locale avec les résultats des clubs de la ville. Bien, on commence tout de suite par la Ligue 1. L'affiche du week-end, c'était Marseille-Monaco. C'est Nicolas qui va vous la présenter. Oui, Marseille-Monaco, donc c'était dimanche à 21h. Donc c'est un duel entre deux équipes qu'il faut pas se le cacher comme ils visent le podium au mois de mai. Donc les deux équipes Marseille était 12e avant la journée et Monaco était 6e. Donc Marseille, ça pouvait être pour la première fois de la saison, pouvait être dans la première partie du championnat, pardon. Mais comme d'habitude, Marseille a confirmé ses difficultés à domicile puisqu'ils ne sont pas imposés face à Monaco. Le score s'est fini donc sur 3 partout et que il y a eu un peu de spectacle, il y a eu des buts, mais bon les buts, voilà, c'est un peu des buts. Pas des buts en bois, hein, carrément. Un but est un but, messieurs, hein, pas de chichi. Pas de chichi, mais bon, on a quand même vu des beaux buts en bois ce week-end. C'est vrai que on n'a pas eu des frappes en lucarne ou des parades exceptionnelles de gardiens. Bon, c'était plutôt un match plaisant parce que on a vu 6 buts quand même au Vélodrome. Donc voilà, du surtout, spectacle, d'animation, mais on a vu 6 buts dans un match en Ligue 1, ce qui en soit un petit exploit, on va pas se plaindre non plus. Ah, mais ce week-end quand même, avec les résultats qu'on a vus, on a eu un feu d'artifice en Ligue 1 au niveau des buts. Donc bon, du spectacle, les gars, pour une fois, n'allons pas nous plaindre. Hein. Ça nous change les 0-0 tout mou, tout moisi, que ce soit du côté de Bordeaux ou du côté de Toulouse ou des équipes où tu vois vraiment des matchs purs. Toulouse ont marqué 2 buts, il y a que Nantes qui Bordeaux ils en ont pris 4, il y a eu des buts à Bordeaux aussi ce week-end. Ouais, il y a eu des buts. Mais bon, là on est sur Marseille-Monaco là je crois, donc n'allons pas trop nous disperser, monsieur Noël. Il y a des matchs comme ça où je sais pas, la balle elle est près des filets, elle rentre. T'as des frappes ratées, ça fait descendre, ça fait but. T'as des contrôles du tibia qui finissent dans la lucarne, des têtes du dos qui finissent dans le but. Ouais, c'est vrai que c'est pas du grand art. Mais bon, revenons à l'Olympique de Marseille. On constate encore une fois de plus que Marseille est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ça va vraiment devenir compliqué si l'OM n'arrive pas à prendre des points au Vélodrome, surtout les 3 points. C'est vrai qu'on a vu quand même une équipe assez offensive, mais défensivement, voilà, qui a été beaucoup trop juste. Si tu encaisses 3 buts à chaque match et que tu es obligé d'en mettre 4 ou 5, ça va devenir vraiment très compliqué pour remporter les matchs. Donc je pense que défensivement, il y a des choses à revoir. Oui, quand on voit Rekic. Voilà, c'est symbolisé par le Rekic. Et encore, Rolando était sur le banc, là, notre ami Rolando, la méga star là, de l'Olympique de Marseille. Oui, c'est vrai, tu disais d'ailleurs la semaine dernière que Rekic, c'était un très grand espoir là, sur ce match. Il a prouvé tout le contraire. À la rue. Voilà. Non, mais d'abus score, il a perdu ses lentilles. Oui, un petit problème de lentilles apparemment. Il a surtout perdu ses reins sur le crochet de Traoré. Le Traoré. Touré, pardon. Non, mais bon, ça arrive de se louper sur un match. Après, il est encore sur la pelouse du Vélodrome, si quelqu'un le retrouve. Après, très grand espoir, c'est peut-être un grand mot, mais ça pouvait être un joueur qui pouvait apporter une plus-value du côté de l'Olympique de Marseille. Il a fait une bonne saison avec le PSV l'année dernière, ouais. Oui, c'est pour ça. Je pense qu'un Rekic déjà est meilleur que Rolando. Après, voilà, tu peux louper un match, ça arrive en étant pro. On l'a vu encore ce week-end, plusieurs joueurs qui se sont loupés, notamment le petit Gilbert là de Bordeaux qui est sorti au bout de 20 minutes car sa prestation n'était vraiment pas bonne. Donc bon, ça arrive de louper un match. Voilà, il y a pas mort d'homme. Et c'est pas préjudiciable pour l'OM. Voilà. Après, à ses côtés, il a pas le Nkoulou qui a le rendement de ces dernières années, quoi. Cette année, il est pas. Il revient quand même. Il revient quand même, mais c'est pas non plus, voilà. Mais Nkoulou, depuis son transfert avorté à Lyon, j'ai l'impression que il est plus autant concerné qu'avant pour l'équipe de Marseille, donc. Ouais. Et puis aussi, on vous parlait de la défense. J'ai envie de dire un petit mot aussi sur l'attaque parce qu'on a vu encore le Batshuayi qui était, je vais pas dire étincelant, mais qui a encore marqué. Mais il a encore marqué. Toujours efficace. Oui, Batshuayi là qui est actuellement dans le top 3 des meilleurs buteurs du championnat de France. Il est deuxième, il a quand même 10 buts inscrits, donc Batshuayi en grande forme. On a vu un très bon Alessandrini aussi qui a fait un bon match, qui a marqué d'ailleurs le premier but de l'Olympique de Marseille. On a quand même vu un Alessandrini très bon, Batshuayi très bon, et puis le petit Nkoudou, Nkoudou, la recrue nantaise, qui vient de Nantes. Qui n'en finit plus de briller de marquer, quoi. Vraiment un très très bon joueur qui demande encore à confirmer, mais là je pense que sa saison est bien lancée et je pense qu'il va apporter
un grand bol d'air sur le fond de l'attaque De toute marseillaise. façon, en ce moment, c'est le duo qui fait sortir Marseille de la tête de l'eau, c'est Nkoudou ou Michy Batshuayi. Oui. Bon, après, Batshuayi il fait des matchs intéressants, mais c'est pas non plus des grands matchs. Mais il marque, donc c'est ce qu'on lui demande de toute façon. Mais Nkoudou, c'est vrai qu'en ce moment, il sort vraiment Marseille du Oui, sur pétrin, Marseille de quoi. l'eau. Et puis il est assez remuant quand même sur son côté gauche. Il apporte de la vitesse. Il a aussi des centres qui sont amenés aussi sur son côté gauche. Donc c'est vrai que c'est un joueur assez polyvalent et puis qui n'hésite pas à se donner. Il est efficace quand même parce que son but, il est pas non plus donné, quoi. Même s'il a le droit à un super centre de Campos quand même sur son but. Ouais, bon. Moi, je voudrais revenir un peu sur Alessandrini. Je demandais un peu votre avis, mais j'ai l'impression que ça. Oui, bon, c'est pas ça que je voulais te demander. C'est pas la question qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je parle de ses performances. Oui, mais je parlais de ça. Je voulais juste. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui a des performances en dents de scie. C'est-à-dire, un coup, il est très bon. Le match d'après, il est complètement à la rue. Après, il est de nouveau très bon. Donc, j'ai l'impression que cette saison, il est pas très très régulier. Alors, je veux savoir ce que vous en pensiez éventuellement. C'est un peu à l'image de Marseille, de toute façon, ses performances. Non, après, quand je te disais que j'aime Mais pas, après- c'est pour ça, son irrégularité que j'aime pas trop. Enfin, c'est vrai qu'il peut sortir des grands matchs comme vraiment des matchs où il est totalement absent, mais ça peut durer quand même 3-4 matchs où il est absent, il va te sortir un grand match. Après, Marius, je suis pas d'accord. Quand tu dis c'est à l'image de Marseille, c'est vrai que Marseille, ils sont très réguliers, mais il y a quand même des joueurs, comme on vient d'en parler, Nkoudou, Batshuayi, qui continuent, eux, d'être réguliers malgré que leur équipe tourne pas forcément à 100%. Mandanda aussi, Mandanda surtout, mais qui est très bon aussi, qui a fait une très bonne performance la semaine dernière. Mais après, ouais, en revenant sur Alessandrini, moi, il me fait penser un peu à Gignac. Je sais pas si vous vous souvenez, messieurs, quand Gignac est arrivé à l'OM, c'est vrai qu'il a eu quand même beaucoup de mal. Il a été cible des railleries. On se souvient au Vélodrome, un Big Mac pour Gignac au Parc des Princes. C'est que la première saison. Mais c'est vrai qu'il a eu une première saison assez Après, difficile. Il a quand même été très régulier. Oui, mais il a quand même douté. Même les supporters et les dirigeants marseillais ont à un moment douté de son transfert, se sont demandé si vraiment c'était un bon joueur pour l'Olympique de Marseille. Il était parti et puis, à Fulham à un moment, Gignac. voilà, et puis on s'est aperçu que par la suite, Gignac a quand même terminé meilleur buteur de l'OM. Et Oui, puis on voit maintenant comment il brille avec les Tigresses. Donc c'est vrai qu'Alessandrini, c'est depuis 2 saisons qu'il est ici, je crois. Si je Sa dis pas de deuxième, bêtises. non? Sa 2 ou 3e saison à l'OM. Je sais même Voilà, bon, c'est vrai qu'on va pas lui dire maintenant, faut lui laisser le temps de s'intégrer, mais faut voir dans le futur. Peut-être qu'il va y avoir un déclic à un moment donné sur un match. Ça fait plus de 2 saisons. Parce que je me souviens, j'ai encore en tête son énorme. Ah non, il joue peut-être Il joue à avec Rennes. Lille. À Rennes, pardon, À Rennes. à l'époque, ouais. En 2012. Ouais. Ouais, non, c'est peut-être sa 2e saison à Marseille. 2 ou 3e saison, donc bon. Peut-être que par la suite, il y aura un déclic et on verra bien, mais c'est vrai que bon. J'allais dire, je me souviens de l'extraordinaire but qu'il avait mis contenant 6 reprises de volée pleine lucarne face à un Grégorinien Ouais, non. puissant. La belle époque. La belle époque. ça joue en Ligue 1. On termine cette page sur Marseille et Monaco, bien sûr. On va passer tout de suite au top et flop. Hugo, tu nous présentes qui est le top cette semaine? Oh là, Je bois attention. un café. Là, il y en a beaucoup. Cette semaine, voilà, j'en ai retenu plus de 3. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses, hein, beaucoup de buts, de spectacles, des rebondissements. Il y a eu des performances et des contre-performances. Donc, je vais commencer par les tops. Alors, pour faire plaisir à mon copain, monsieur Nicolas Noël, je vais commencer par le Paris Saint-Germain. Donc, le PSG qui a battu 3 ce week-end, 4-1, qui est champion d'automne à 4 matchs de la fin de la phase aller. Paris, c'est simple, Paris est premier, compte 41 points et à 13 victoires, 2 nuls et 0 défaite. Donc c'est vrai que c'est un très très bon bilan. Et puis on a quand même Paris, c'est quand même la meilleure défense et la meilleure attaque du championnat de France. Ceux sont meilleurs partout, je crois, Paris. Donc, Ouais, de toute façon, ils écrasent littéralement le championnat, comme j'avais dit au tout début du mois de septembre d'ailleurs. Et puis à noter aussi qu'ils ont concédé qu'une seule défaite, messieurs, cette saison, toute compétition confondue, c'était face au Real Madrid en Ligue des Champions à Bernabéu le 3 novembre. 1-0. Donc c'est vrai que là, Paris Encore, méga et puissant. encore, c'est un hold-up, hein, on peut le dire. Hein, Oui, clairement. un hold-up, parce que Ouais, c'est vrai clairement, que ouais. Paris avait notamment dominé le match. Donc c'est vrai que là, Oui, Paris. c'était vraiment le match à gagner et ils sont ouais, passés à ça. côté. C'est Mais dommage. Donc, c'est souvent cette saison comme Non, ça. ils sont pas passés à côté. Non, pas passés à- Ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont juste voilà. Oui, mais à cause de ça, ils vont terminer 2e et ils peuvent tomber contre un très gros prochain tour. Ça risque d'être compliqué genre pour eux. Barcelone. Bon, on parlait de Par Ligue 1 exemple. là. Hormis le Real, il n'y a pas eu de danger, quoi. Il y a eu juste 2 matchs nuls, voilà. Donc contre Bordeaux, voilà, où il y a eu les erreurs de trappe, où Paris avait encaissé le nul à domicile, 2 buts partout, et puis un match à Reims à oublier, un but partout. Ouais, c'est le seul match raté de Paris à Reims. Donc, mais globalement, voilà, la Ligue 1 cette année, il y a le championnat du PSG, et puis il y a le championnat des autres, quoi. Le PSG vraiment
voilà, ultra dominateur. Et voilà, s'ils ne sont pas champions vraiment à la fin de l'année, Ils le seront. je vois pas comment ça pourrait être impossible, quoi. Ensuite, donc le deuxième top, et ben voilà, ça me tient à cœur. Hein. J'embrasse les petits Normands. C'est le Stade Malherbe de Caen. Tremble le PSG, le Stade Malherbe. De Caen, oui, le Stade Malherbe de Caen était à Tétrousse. Donc victoire du STM Caen 4-1 à l'extérieur dimanche à Bordeaux. Les Canets qui sont deuxième du championnat de France avec 28 points. Et puis avec Caen, on ne s'ennuie pas. La preuve en est, Caen c'est 9 victoires, 5 défaites et un seul match nul. Alors quand vous avez des matchs de Caen, c'est soit une défaite, soit une victoire, mais au moins il y a des buts et on reste pas sur des matchs nuls tout moisis. Ensuite, c'est une équipe un peu surprise parce que quand on a vu son parcours l'an dernier, on ne s'attendait pas forcément à les voir aussi haut cette saison. C'est simple, donc on est à la 15e journée, on est pour l'instant à la 15e journée. Et l'an dernier, Caen était 17e avec seulement 14 points. Vous vous rendez compte, messieurs, 14 points, alors que cette année, ils sont deuxième. C'était seulement 3 petites victoires, 5 nuls et 7 défaites. Donc vraiment un très grand parcours qui est réalisé par les joueurs de Patrice Garande. Et puis, sans oublier également qu'on a du jeu et puis de la volonté aussi d'aller vers l'avant quand on regarde le Stade Malherbe de Caen. Excuse-moi, Hugo, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe là. Continue, fais pas attention. Apparemment, je continue, au moins tu m'écoutes. Et puis, on constate également que le Stade Malherbe a écrasé beaucoup de ses adversaires. Et donc, on peut en déduire que ça peut être l'équipe surprise de cette saison. Je crois pas qu'Angers va tenir la dragée haute à Paris ou à Caen. Mais je pense que Caen peut figurer dans le top 3 ou le top 4 cette saison. Ensuite, le troisième top. Je veux faire un petit mot là-dessus oui, quand même. Parce que c'est vrai que Caen, par rapport à l'an dernier, je pense qu'ils ont un effectif un peu plus fourni pour pouvoir se mêler à la lutte. Ouais. Ils ont, je sais que c'est un joueur que t'aimes beaucoup, le goléador Andy Delors, qui reste le Tourangeau, oui. Ex-Tourangeau. Vraiment un très bon joueur pour Caen et franchement, je trouve qu'il leur apporte beaucoup. Il est puissant, il est adroit devant le but, il a une frappe de balle incroyable. On le voit d'ailleurs sur son coup franc qui amène, je crois, le 4e but. Le deuxième but, oui, de Da Silva, oui. Là, on voit vraiment une praline sur Carasso. Après, ils ont recruté des joueurs d'expérience comme Yaya, qui reste, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, un joueur d'expérience, même si il a toujours ses petits défauts. Après, il y a Julien Ferré aussi, qui est quand même un joueur très confirmé de Ligue 1. Je pense qu'ils ont fait un recrutement cohérent et ça explique pas mal leur bon classement. C'est un classement mérité parce qu'ils produisent du jeu, ils sont sympathiques à regarder. Oui. On s'ennuie pas, donc et puis il y a une bien bonne chimie dans le groupe. Il y a aussi un mélange de jeunes et puis de joueurs cadres comme Julien Ferré, Nicolas Seub, des joueurs assez importants. Et donc c'est vrai que à noter par ailleurs que c'est le meilleur début de saison des Normands dans l'élite. Donc je pense que Caen peut être la surprise cette saison. Angers peut-être moins parce qu'il y a toujours l'essoufflement au niveau du maintien pour les promus. Mais je pense que Caen on pourra peut-être compter sur eux. De toute façon, Angers, quand ils arriveront plus à marquer sur coup franc ou coup de pied arrêté et que Ndoye mettra plus ses têtes, ça sera fini pour eux, clairement. Ouais, t'as tout à fait raison. Et puis, alors mon troisième top, c'est Mukanjo, l'attaquant merlu du FC Lorient, qui a inscrit son 11e but de la saison. Je vois Guillaume là qui fait des gestes parce que voilà, Mukanjo c'est l'ancien buteur. Et on avait une petite chanson pour Mukanjo d'ailleurs à la SNL. Est-ce que tu peux nous la redire pour faire profiter les auditeurs? C'était Mukanjo. Bon, je me souviens plus trop. Ce soir tu vas jouer, ce soir tu vas marquer ou un truc comme ça. Eh ben en tout cas, pas souvent, non. Si. À Lorient, il fait des merveilles. Voilà, il a inscrit encore un penalty ce week-end face au Gazélec d'Ajaccio et qui a permis à son équipe d'égaliser, de rapporter le point du nul de l'île de Beauté. Et donc, Mukanjo, c'est simple, c'est le meilleur buteur de Ligue 1 devant Batshuayi et Ibrahimovic. Donc vraiment encore une surprise ici de voir un joueur de Lorient. J'en profite pour envoyer une petite pique à tous les vieux supporters d'anciens aigris qui n'avaient de cesse que de le rabaisser, de dire que c'était une chef quand il jouait à la SNL, qu'il n'apportait rien, alors que les vrais supporters savaient qu'il avait un potentiel incroyable. Donc moi je dis bravo Mukanjo, tu fais fermer des bouches et je suis vraiment content pour toi. Il fait partie de tous les buteurs qui sont réveillés à Lorient et c'est bien pour eux. C'est vrai qu'à l'instar de Gamero, des Gignac, ils ont un vivier de talent, Gamero, Gignac, Mukanjo. Lorient, c'est peut-être un style de jeu qui lui convient mieux. Je sais qu'à Nancy, joue souvent sur un côté, c'était pas forcément. Puis Nancy, c'était pas une équipe très joueuse à l'époque. Mais Lorient, c'est ça, ils arrivent à mettre leur buteur en avant. Puis là, c'est une équipe quand même qui produit du jeu. Lui, il est dans une position axiale et on voit vraiment qu'il est épanoui. Donc ensuite, le dernier top là, parce que je vois l'heure qui défile et puis notre ami présentateur Mamar là qui commence à nous faire des grands gestes. Pour une fois, il a rien dit. Donc quatrième top. Donc c'est pas souvent, mais on a eu la journée la plus prolifique en but avec 35 réalisations inscrites et on a eu des scores fleuves. On a eu 2-4-1 donc entre Paris et Troyes et entre Bordeaux et Caen. On a également eu un 4-2 entre Lyon et Montpellier. Lyon, ça va très très mal. Et puis on a eu aussi un 3-0 entre Saint-Etienne et Guingamp et un 3-3 entre Marseille et Monaco. Donc on a vraiment eu beaucoup de buts sur tous les terrains et toutes les pelouses de France. Ensuite, je passe vite au top. Donc je viens de les citer. Alors, au flop. Oh là, excusez-moi, au flop. Alors là, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors est-ce que Lyon est en crise, moi, messieurs? On verra ça après. Mais
Ouais. Encore une défaite face à Montpellier à domicile, 4-2 après la défaite concédée face à la Gantoise en Ligue des Champions qui a éliminé les Lyonnais de toute compétition européenne. Donc bon, les Lyonnais, voilà, ils ne sont pas vraiment en crise car c'est assez relatif. Voilà, ils sont toujours dans le coup en Ligue 1, ils sont 4e à 3 points du deuxième. Mais Lyon commence à avoir chaud aux fesses et puis il y a des tensions dans le vestiaire, mais on y reviendra après Par dans la contre, présentation Lille, du match de Nantes. Et puis bah voilà, tu fais bien de parler de Lille parce que c'est mon deuxième flop. Et oui, Ça spoil les flops. Non, j'avais pas vu, 5e défaite de la saison des Lillois face à Angers, 2-0. Alors malgré le changement d'entraîneur, donc c'est Antonetti qui a pris la place d'Hervé Renard. Lille est relégable avec cette défaite, 18e, avec seulement 14 petits points. Et ils sont seulement à un point de retard du Sporting Club. Mais bon, pour un club de la taille de Lille, je trouve que c'est trop juste. Et ce club a quand même été champion de France il y a 5 ans. Donc c'est vrai que c'est beaucoup trop juste pour un club de ce calibre. Seulement 2 victoires cette saison. Et enfin, le dernier flop, donc c'est l'arbitrage. Alors il y a eu quand même pas mal de fautes d'arbitrage ce week-end. Alors on peut citer par exemple l'erreur sur Saint-Étienne-Guingamp d'Amouma, le premier but d'Amouma qui était hors jeu. Mopé qui est hors jeu, son premier but. C'est Mopé qui est hors jeu sur juste la passe d'avant. Ouais. Également, oui. On a eu aussi Reims-Rennes. On a eu une expulsion assez sévère, moi je trouve, du joueur rémois Kankava, qui a quand même pénalisé les Rémois. Ces derniers ont réussi quand même à prendre le score à l'avantage en menant 2-1 à 10, mais bon, se sont fait rejoindre dans les dernières minutes. Les Rémois, ils peuvent s'en vouloir. Hein. Également. Et puis, il y a Marseille-Monaco. On a eu quand même 4 hors-jeu. Je trouve que c'est énorme sur des buts. On a eu des hors-jeu sur le but de Traoré, le premier but de Traoré qui était hors-jeu. Il y a un penalty de pas sifflé aussi. Également, le penalty oublié. Et puis, on a aussi sur Batshuayi, sur le but de Batshuayi qui est hors-jeu. Donc, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs. Même si on a vu des buts, je trouve que les arbitres ont été plutôt moyens ce week-end. Donc, voilà un peu le résumé de cette partie Ligue 1. Merci Hugo. Mais voilà. Rapidement, vous rappelez tous les résultats du week-end maintenant. Je tiens à dire qu'on s'est pas ennuyé. Alors, c'est parti. Donc tu l'as dit, Lyon a perdu 2 buts à 4 contre Montpellier. Et oui, donc Lyon qui s'est effondré contre Montpellier. Donc Montpellier l'emporte 4-2. Donc des réalisations de Gonalon contre son camp, de Ninga un doublé de Camara contre des buts de Lacazette et Guézal côté lyonnais. Ensuite, le PSG s'est imposé 4-1 contre 3. Et oui, donc but de Cavani à la 20e, Ibrahimovic à la 59e, Kurzawa à la 67e et Augustin va clore le festival parisien à la 84e. Et Ayas va sauver l'honneur pour les Troyens à la 91e. Ayas. Nantes et Bastia se sont quittés sur un 0-0. Oui, Tristounet 0-0. Angers s'est imposé 2-0 contre Lille. Et oui, le SCO s'est imposé grâce à ses buts de Sounou à la 20e et de Traoré à la 25e. Toulouse a gagné 2-0 contre Nice. But de Martin Braithwaite à la 31e et Wissam Ben Yedder à la 58e. Le Stade de Reims et Rennes se sont quittés sur un 2 partout. Ouverture du score rennais par Boga à la 44e. Mandy va lui répondre à la 58e. Les Rémois vont prendre l'avantage par Depréville à la 67e. Et Grosy qui va égaliser pour les Rennais à la 81e. Ajaccio et Lorient ont fait match nul 1 partout. Ouverture du score de Larbi à la 18e. Égalisation sur penalty de Mukanjo à la 31e. Saint-Etienne a gagné 3-0 contre Guingamp. Des buts signés à Mouma à la 52e. Et Seric à la 87e. Et Roux à la 95e. Caen est donc allé gagner à Bordeaux 4-1. But de Benoussef à la 6e, Da Silva à la 56e, CSC attribué à Carasso à la 61e et but de Delors exceptionnel à la 77e et réduction du score par Crivelli à la 90e. On voit le sourire. Et on a beaucoup parlé, l'OM et Monaco ont fait 3 partout. Et oui, Monaco et Marseille ne sont pas parvenus à se départager. Doublé de Touré à la 18e et 39e côté monégasque, contre des réalisations de Alessandrini à la 12e et Batshuayi à la 51e. Contrao va redonner l'avantage à Monaco à la 72e et Nkoudou va égaliser pour l'OM à la 82e. Un rapide mot sur le classement maintenant. Le classement en tête et champion d'automne d'ores et déjà Paris avec 41 points, suivi de Caen 2e 28 points et Angers 3e 26 points. Lyon est 4e à égalité de points avec la Saint-Etienne. Suivent Monaco 7e 24 points, Lorient est 9e 21 points et Marseille 11e avec 19 points. Et on retrouve dans le bas du classement Bordeaux 14e 18 points, Reims 15e 16 points, Ajaccio égalité avec Reims 16 points toujours, Bastia 15 points et dans la charrette on retrouve Lille 14 points, Toulouse 12 points et enfin le dernier, le mauvais élève 3 avec 5 points. Donc un bas de classement très serré. Merci Hugo. On parlera de la 16e journée de Ligue 1 qui commence ce soir après la pause. Tout de suite je vous laisse avec Stromae, avec Césaria.